Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand plateau fait son retour sur Balafon Télévision. Bienvenue à tous. Au menu ce soir, la lutte contre la corruption fera partie des priorités de Paul Biya, président de la République, au cours de son 8e mandat. En s'adressant à la nation lors de son discours de prestation de serment, le chef de l'État s'est penché sur ce fléau qui gangrène l'économie camerounaise et qui n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière lors de son dernier septennat. À l'heure où le Cameroun occupe le 19e rang sur des 54 pays les plus corrompus en Afrique selon Transparency International, le pays n'a toujours pas jugé et condamné les fonctionnaires et hauts cadres de l'administration impliqués dans les plus gros scandales de ces dernières années, à savoir la CanGate, le CovidGate, Glencore, entre autres. Et si, par le passé, Paul Biya avait déjà exprimé son intention de venir à bout des détournements de fonds publics, quels effets pourrait bien avoir cette nouvelle annonce de lutte contre la corruption au Cameroun? Ce d'autant plus que l'article 66 de la Constitution dispose que, d'ailleurs, c'est l'un des fondements de ce combat, il peine justement à être respecté au sommet de l'État. L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, on parle de crise post-électorale. Au moins 4000 personnes ont été interpellées lors des manifestations enregistrées dans plusieurs villes du pays. C'est ce qu'a indiqué le collectif Défense citoyenne, un groupe d'avocats créé pour assister les personnes arrêtées. À Douala, dans la région du littoral, par exemple, près de 500 personnes sont détenues dans les prisons de Newbel et de Ngoma. Le rapport du collectif indique également que les mineurs de moins de 16 ans constituent la majorité des personnes arrêtées, notamment à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Des interpellations ont aussi eu lieu à Yaoundé, dans la région du centre, à Bertoua, dans la région de l'Est, et à Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, à Bafoussam, également dans la région de l'Ouest Cameroun, où le collectif a relevé des cas isolés de violation des droits humains. Eh bien, qu'aucune des personnes prises en charge n'ait été libérée à ce jour. Le collectif d'avocats affirme avoir commencé à les rencontrer afin de leur fournir une assistance juridique. Jérès Sazangué et Fandre Desmarquet se sont entretenus avec l'un des avocats du collectif Défense citoyenne. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. Approximately 4,000 people were arrested in major towns and cities across the country during the post-electoral violence, according to Collectif Défense Citoyen. À Douala, au niveau de la prison centrale de Newbel, où nous avons déjà opéré les premières démarches de recensement, on dénombre environ 300 personnes arrêtées dans ce cadre, sous réserve de ceux qui sont à la prison de Ngoma, PK19. Parce que la prison centrale de Newbel étant assez réduite pour accueillir tout le monde, une bonne partie a été transférée dans ce centre d'incarcération de PK19, à savoir Ngoma. Mais jusqu'ici, de ce côté, nous n'avons pas encore les statistiques parce que nous n'avons pas encore pu travailler dans cette zone. Dans la zone de Maroua et localité, on a environ 1000 personnes gardées à vue dans le cadre des manifestations après les rapports de notre collègue que nous avons reçus lors des réunions de coordination nationale. À Yaoundé, on dénombre une centaine. Je ne peux pas véritablement spécifier déjà parce que le nombre évolue de jour en jour. On signale également que les arrestations continuent parce que malgré tout, il y a des gens qui continuent à être arrêtés. Barrister Bokop also disclosed that 7 minors were apprehended during the crisis. Personnellement, dans le recensement à Newbel, j'ai eu des cas de jeunes entre 15 et 16 ans par exemple. À l'extrême nord, c'est pareil. On dénombre beaucoup de mineurs qui sont arrêtés dans cette zone-là. À Douala, il y en a également. À Yaoundé, il y en a également. Et même du côté de l'Est, on a dans notre recensement aussi des mineurs. Mais dans l'extrême nord, la majorité des personnes arrêtées restent des mineurs, selon les statistiques et les retours de mon collègue qui travaille de ce côté-là. Although no one has yet been released, the collective of lawyers has initiated
the appropriate judicial process to secure their release, as explained by Barrister Bokop. Et la première démarche en ce qui concerne notre travail d'assistant juridique et judiciaire, c'est généralement ce qu'on appelle l'audition du client ou bien de la personne gardée à vue. À ce jour, les opérations de recensement et d'audition des gardés à vue de la prison centrale de Neubel ont été effectuées la semaine dernière. Nous continuons déjà avec les opérations de recensement qui seront effectives cette semaine du côté de la prison centrale de PK19, à savoir Ngoma. Maintenant, du point de vue technique, nous envisageons engager des recours auprès des juridictions compétentes à partir de cette semaine. Jusqu'ici, de nos actions, personne n'a encore été libéré parce qu'au vu du nombre, la première démarche qui nous revenait d'être faite, c'était celle de recenser et d'auditionner tous ces gardés à vue pour avoir l'état de la situation de chacun et avoir les faits relatifs ou bien liés aux arrestations. According to the collective of lawyers, several human rights violations have been observed in some of these detention facilities, including restricted access to health care and reports of torture from certain detainees. Entre-temps, fournir une assistance juridique gratuite aux personnes arrêtées s'avère complexe. Maître Daniel Bokop explique que les avocats se heurtent à de nombreux obstacles. Dans bien de cas, ils sont empêchés de rencontrer leurs clients. L'avocate réagit dans cet extrait sélectionné par Giresse Azangué. On a en face de nous des agents de police judiciaire, par exemple, qui se bornent à ne pas peut-être vouloir prendre les mesures du code de procédure pénale en compte dans le cadre de ces gardés à vue. On a vu des cas où on nous empêche de rencontrer nos clients gardés à vue. On a fait face également à des cas où on nous demande d'aller rencontrer certaines autorités, à savoir peut-être le gouverneur, pour avoir une autorisation spécifique pour avoir accès à nos clients. Alors que tant le code de procédure pénale que la loi de 90 qui parle des gardes à vue administratifs donne quand même la possibilité aux personnes gardées à vue d'avoir un avocat, d'être écoutées. On va même jusqu'à donner la possibilité aux gens ou bien de dire aux OPJ qu'ils ont le devoir de notifier à ces gardés à vue leur droit d'être assistés. Mais on a été surpris que sur le terrain, on ne pense pas que nos clients ont eu, ou bien ces personnes gardées à vue ont eu l'occasion, ou bien on leur a donné la possibilité d'avoir des conseils. Et nous-mêmes, conseils qui nous sont présentés dans ce cadre, à plusieurs reprises, on a été interdits d'accès ou alors interdits de rencontrer ou de voir nos clients. C'est ça les difficultés majeures. Mais avec le temps, cela s'est passé surtout dans les débuts. Je pense que l'administration devient plus flexible et elle reçoit de mieux en mieux nos requêtes et nous offre plus la possibilité de rencontrer ces personnes. Dans la suite du journal, lutte contre le trafic de stupéfiants. 3 trafiquants de cannabis aux arrêts dans le Noun, à l'ouest du Cameroun, provenant du nord-ouest voisin. Ils auraient profité du climat de tension post-électorale pour s'infiltrer parmi les populations de ce département. En leur possession, 16 sacs de 100 kg de cannabis et 17 petits paquets conditionnés en 15 et 20 kg qu'ils s'apprêtaient à écouler. Lors de la présentation de ce butin, le colonel Abba Saïdou, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam, a lui aussi rappelé que l'ordre régnera dans cette partie Grassfield du pays. Le reportage de Franck Duroc Tassonquin. La particularité, c'est qu'ils sont conditionnés déjà à la livraison. Quand vous voyez déjà comme ça, c'est à la livraison pour des petits trafiquants. La quantité saisie et présentée à la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam est impressionnante. Plus d'une dizaine de sacs de 100 kg de cannabis en provenance de la région du Nord-Ouest, selon les sources sécuritaires. L'action des agissements post-électoraux que nous avons nos capteurs sur le terrain qui nous ont fait état de l'entrée de 3 suspects en provenance du Nord-Ouest et avec un matériel illicite conséquent. Nous nous sommes tout de suite déployés, nous avons déployé nos personnels qui sont transportés sur le lieu dans le Noun et qui avons pu mettre la main sur les 3 concernés, les 3 suspects. Et cette saisie, je peux récapituler en 16 sacs de 100 kg de cannabis et 17 petits paquets conditionnés en 10, 15, 20 kg du même cannabis prêts à la destination
pour des trafiquants de seconde zone. Les gros paquets, les sacs de 100 kg, eux sont destinés plus loin, notamment dans le littoral et dans le centre. D'après les mêmes sources, les 3 trafiquants auraient profité des manifestations post-électorales pour s'infiltrer et tenter d'écouler leurs produits dans cette partie grasse-field du pays. Et ils seront neutralisés dans le département du Noun par les éléments du colonel Abba Saïdou de la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam. Pour rassurer les populations en leur demandant, en leur évitant de vaquer paisiblement à leurs occupations journalières, de continuer à nous donner les informations et les renseignements nécessaires à les sécuriser et aux malfrats. Je dis qu'il est temps encore. Il est encore temps de changer de métier et de devenir des meilleurs sentiments ou des activités décentes. Sinon, la traque que nous mettrons derrière eux sera conséquente. Enfin, je peux rassurer tout le monde que la sécurité et l'ordre régneront partout et sur toute l'étendue de la région de l'Ouest. Cette autre quantité s'ajoute aux 30 tonnes de cannabis brûlées en mars dernier en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji. Et l'écho des marchés nous amène à Yaoundé, dans la région du centre, où le marché du bétail de Tinga retrouve progressivement son rythme après la crise post-électorale ayant entraîné une hausse des prix justifiée par des perturbations dans le transport du bétail depuis la région du Nord. Alors qu'un bœuf autrefois vendu autour de 250 000 francs CFA avait atteint jusqu'à 500 000 francs CFA au plus fort de la pénurie. La reprise des arrivages consécutives aux mesures prises par le ministère des Transports permet aujourd'hui un début de stabilisation. Toutefois, des défis logistiques persistent et les acteurs du secteur appellent à des solutions durables pour garantir un approvisionnement régulier et des prix accessibles. Yaoundé, quand le prix du bétail se stabilise avec la reprise des arrivages, c'est un reportage que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Marché du bétail de Tinga à Yaoundé. L'ambiance est à la fois bruyante et animée. Un camion de gros porteurs fait lentement son entrée. À l'arrière, des dizaines de bœufs, serrés les uns contre les autres, mugissent comme pour annoncer leur retour après plusieurs semaines d'absence. Quelques commerçants s'approchent pour évaluer les premières bêtes débarquées. Les transactions reprennent. Vous avez vu même de votre arrivée, vous avez vu les déchargements, les arrivées de bétail, ça continue à venir. Et nous réceptionnons ces bétails. On n'a rien à vous dire, vous avez les preuves en main. Au lendemain de la crise post-électorale, le marché avait connu une période difficile. Les prix de la viande s'étaient envolés et la pénurie se faisait sentir jusque dans les quartiers populaires de la capitale. En cause. C'était tout simplement lié à l'arrêt du syndicat des transporteurs. Ça qui a fait que ça a impacté notre activité. Mais depuis quelques jours, le décor change. Après une réunion organisée la semaine dernière entre le ministère des Transports, les syndicats et certains responsables du secteur, des mesures ont été arrêtées pour fluidifier la chaîne d'approvisionnement. Et sur le terrain, les effets commencent à se faire sentir. Vu qu'on a déjà reçu plus de 150 camions de bœufs qui sont arrivés jusqu'à on parvient même à servir les pays voisins tels que le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Mais avant, le bœuf qui coûtait 250 000, on a vendu ça à 500 000 ici. Donc c'était extrêmement cher. Parce qu'il n'y avait plus le bœuf. On comptait déjà le nombre de personnes qui dépassaient même les animaux dans le marché. Cependant, tout n'est pas encore réglé. Les acteurs du marché pointent du doigt les difficultés persistantes. La majorité de nos bétails sont transportés par des camions et également par voie ferrée. Ça veut dire qu'au niveau de... S'il y avait assez de wagons par exemple, on ne devait pas connaître rupture d'approvisionnement. Au niveau même du départ, on a cru souvent des retards. Et à leur arrivée au niveau de Yaoundé, pour décharger le bétail au niveau de Yaoundé, ce n'est pas facile. Les professionnels du secteur plaident pour un renforcement durable de la logistique, davantage de wagons, de meilleures conditions de débarquement et un suivi régulier du transport des bêtes.
Et contrairement au prix du bétail qui se stabilise, les prix des oignons, des arachides, de l'ail et d'autres produits de première nécessité restent en forte hausse sur les marchés. Une flambée des prix qui s'explique par la décision des fournisseurs des régions du Grand Nord de suspendre l'approvisionnement du Grand Sud en signe de protestation. Suite aux récentes manifestations post-électorales, le prix du sac d'oignons est passé de 50 à 280 000 francs CFA. De même, un sac d'arachides qui valait 50 000 francs se négocie désormais à 150 000 francs CFA dans certains marchés de la ville de Douala. Et malgré une timide reprise des livraisons, aucune baisse significative n'a été constatée. Quelques commerçants vendent actuellement le sac d'oignons à 130 000 francs, espérant un retour rapide à la normale. Et selon les fournisseurs, cette suspension est une réaction à ce qu'ils considèrent comme le vol de la victoire de leur candidat, Issa Chiroma Bakari. Le mauvais état du réseau routier est également cité comme un obstacle majeur au transport de ces denrées. Le reportage de Jires Azangué et Fondre les Marquez. Following weeks of post-electoral tension, traders at the onion market in New Belt Douala say prices of onions, groundnuts, garlic and other goods from the northern regions have increased drastically. Avant, nous vendons le sac de oignons à 35 000. Actuellement, c'était arrivé même à 260, 270 au marché. Tous les prix des arachides, c'était à 50 000. Actuellement, on est à 150 000 le sac. Tout est grimpé sur le marché. Tous les produits du Nord, tout est augmenté. Même le légume, le quoi, tout ce qui concerne les produits alimentaires, les prix sont déjà augmentés sur le marché. L'oignon a quitté de 55 000 la semaine passée. Et nous sommes déjà à 200 quelques mille. Et ainsi que du côté du l'ail, tout a considérablement les prix, la flambée des prix. dont les prix ont considérablement augmenté. With the reopening of roads and the arrival of goods in the market, there has been a slightly drop in prices in some areas. A bag of onions now sells for between 120,000 CFA francs and 130,000 CFA francs. Comme la route est ouverte, maintenant on vend à 120 000, 130 000. Le rouge c'est 120 000. Le blanc c'est 130 000. The reason for the sharp price increase, according to suppliers in the northern regions, is their claim that candidate Chiroma's victory was stolen during the 2025 presidential election, a situation that led them to suspend food supply. Ce qui concerne notre marchandise que notre fournisseur nous envoie, puisqu'ils ont décidé, à ce qui concerne sur le voie de ce qu'on a voté, Issa Chiroma, ils ont changé le voie et donné à Paul Biya. C'est pour cela qu'ils ont refusé carrément de nous envoyer le marchandise. Bon, les fournisseurs à partir du Nord, ils disent que tant que les résolutions ne sont pas prises en ce qui concerne cette tension, c'est qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait un éclaircissement par rapport à la vérité des urnes. Et par rapport à cette géopolitique, on a l'impression que si cela continue, le Grand Nord sera vraiment séparé du Grand Sud. Aside from post-electoral tensions, the poor road network and the fear among suppliers to transport goods remain major challenges, as explained by Hamadou, another trader. Je vais vous dire qu'il n'y a même pas la route. Et la route, il y a oignons arachides. Si on charge peut-être 100 camions à Maroua, sortir de Maroua pour Douala et Yaoundé. Avant de traverser Garoua Ngaoundéré, il va trouver au moins 30 camions à 40 sont tombés. Donc quand c'est tombé, le propriétaire des marchandises lui-même, il est perdant. Et le propriétaire de camions, lui aussi, il est perdant. Il regarde son camion, il se pose les questions lui entre les deux mêmes. Moi, je regarde ma marchandise et toi, tu regardes ton camion. Au moins, je vais sortir encore 15 millions pour aller arranger mon camion. Some business persons say that despite the reopening of the roads, prices remain unchanged in some areas.
À présent, des nouvelles de l'Assemblée nationale où les députés ont reçu ce 10 novembre au cours d'une séance plénière 6 projets de loi dont celui portant règlement du budget de l'exercice de l'État pour l'exercice 2024. Le texte dresse le bilan de l'exécution budgétaire de l'année marqué par une révision à la hausse du budget initial et l'enregistrement d'un déficit de plus de 357 milliards de francs CFA. Les députés ont également été saisis de plusieurs autres projets touchant à la production biologique, à la coopération diplomatique, au transport aérien, ainsi qu'à la révision de la loi de finances et aux incitations à l'investissement. D'autres précisions dans cet élément que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. La séance plénière de ce 10 novembre a été marquée par la présentation de 6 projets de loi. Ils seront examinés dans les commissions avant d'éventuelles discussions en plénière. D'abord, le projet portant loi de règlement pour l'exercice 2024. Il dresse le bilan d'exécution du budget initialement fixé à 6 740,1 milliards de francs CFA et réajusté à 7 278,1 milliards de francs CFA, notamment en raison de la revalorisation des salaires publics. Le taux de mobilisation des ressources est évalué à 95,2%, tandis que les dépenses ont entraîné un déficit de 357,1 milliards de francs CFA. Le budget d'investissement public affiche un taux d'ordonnancement de 93,9% et un niveau d'exécution physique de 69,4%, avec une hausse notamment des transferts aux collectivités. Par ailleurs, 5 autres textes ont été soumis. La loi portant encadrement de la production et certification biologique. La loi portant exemption mutuelle de visa pour détenteurs de passeports diplomatiques Cameroun-Algérie. La loi portant accord bilatéral sur le transport aérien entre le Cameroun et le Qatar. La loi portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi de finances 2025 face à la baisse des recettes pétrolières. La loi portant nouvelle incitation à l'investissement, soutenue par des partenaires économiques internationaux. Ces projets s'inscrivent dans un contexte de réajustement financier et de renforcement des échanges internationaux. Leur adoption définitive dépendra du travail en commission et des débats à venir. En culture, le canton Bakoko a récemment reçu la visite du Ngondo. Entre ferveur culturelle et appel à la préservation de l'environnement, le Ngondo 2025 à Japoma a rappelé que la culture ne peut s'épanouir que dans une nature préservée. Présent parmi les siens, le maire Roger Mbassandine a exalté la richesse du patrimoine Sawa tout en tirant la sonnette d'alarme face à la pression foncière, à l'urbanisation anarchique et à la déforestation qui menace le joyau écologique qu'est la Dibamba. Julien Atada et Olivier Fotso. Notre ambition est de faire du fleuve Dibamba le cœur d'un développement urbain durable. Préserver la Dibamba, c'est sauvegarder bien plus qu'un paysage, c'est aussi protéger l'âme du peuple Sawa. Les communes de Dizangue et de Rassi ont engagé une démarche structurée conforme aux objectifs de développement durable et à la vision d'une ville de droit la plus verte, résiliente et inclusive. La cérémonie en elle-même, marquée par la ferveur populaire où s'est mêlée tradition et modernité, a été ponctuée de rites sacrés, concours de miss, concours de danse, chants et courses de pirogues. Sous les acclamations de la foule, rameurs et piroguiers ont rivalisé d'adresse et d'endurance. Les seconds, tout comme les premiers, ont célébré leur performance, heureux d'avoir honoré les ancêtres et le fleuve. Quand je viens souvent ici, je suis toujours le champion du Japon. L'expérience de vie, l'expérience de la pagaie, c'est ça qui fait en sorte que je puisse m'entraîner de temps en temps pour que je puisse avoir l'idée de gagner. En tant que bon deuxième de la course, on n'a pas perdu. Je ne dirais pas qu'on a perdu. C'est un sport d'abord collectif d'endurance et de préparation physique. Donc on a donné le meilleur de nous-mêmes et je pense que peut-être l'année prochaine sera la bonne. Sur la place des fêtes, les corps s'animaient au rythme de danses diverses. Et parmi elles, une danse mythique, les Bissima ou danse des ancêtres. Une chorégraphie d'antan où le sacré rejoint l'esthétique. La particularité, c'est les ancêtres. Parce que quand ils sortent avec les ancêtres.
Parce que ceux qui vivent dans le canton Bakoko, il y a des jeunes qui se retrouvent au niveau de la danse, qui sortent directement de l'eau. Pour le chef Bakoko, Sa Majesté Djamil Madiba Songhé, la clémence du ciel a été le signe de l'approbation des ancêtres. Vous avez vu que le ciel était clément. Les populations venues des divers horizons ici du Cameroun sont venues vivre la splendeur, la diversité, la mosaïque culturelle du peuple Sawa et la singularité du peuple Bakoko. Le Ngondo continue sa route et avec lui, le souffle d'un peuple debout, fier de ses racines et tourné vers l'avenir. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Septennat 2025-2032. Le père de la politique de rigueur et moralisation tiendra-t-il sa promesse de mener une lutte acharnée contre la corruption qui gangrène depuis des décennies la vie sociale, tue l'économie nationale et plombe le développement du pays? À sa prestation de serment le 6 novembre dernier, Paul Biya a réitéré son engagement ferme à prendre des mesures fortes contre ce fléau. Seulement, le phénomène a pris des proportions inquiétantes. Pourtant, une pléthore d'instruments juridiques ont été créés sans réel pouvoir de coercition, de poursuite judiciaire contre les gestionnaires indélicats de la fortune publique. L'article 66 de la Constitution n'a jamais été appliqué, tout comme les membres de la commission de déclaration des biens et avoirs n'ont jamais été nommés. Comment Paul Biya compte s'y prendre pour éradiquer un fléau qui a étendu ses tentacules dans la mentalité des citoyens de presque tous les secteurs de la vie nationale? La lecture de Jean-Paul Chouniette. Une fois de plus, bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément de Jean-Paul Chouniette qui vous a été proposé. Vous le retrouverez dans nos prochaines éditions d'information. Gouvernance, les fondements de la corruption au Cameroun, c'est la thématique de cette édition du Grand Plateau. Et on a le plaisir de recevoir le docteur Jean-René Fils Douma, expert financier. Docteur Douma, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame. C'est un plaisir de retrouver le Grand Plateau. Merci également aux compagnies.
Le professeur Emmanuel Diocho est également avec nous. Il est microéconomiste. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Claude. Merci de m'inviter à ce dîner de 20h. J'espère que je serai en mesure de répondre aux attentes de vos téléspectateurs. Je dis bonsoir à mes co-discutants. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Roland Tapi, éditorialiste chez Balafon Média, est également avec nous en plateau. Bonsoir Roland. Bonsoir Claude. Dans son discours de prestation de serment, le président de la République a annoncé l'intensification de la lutte contre la corruption au cours de ce septennat. Une bonne nouvelle ou du déjà entendu de votre point de vue, professeur Diocho? Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle lorsque le président de la République annonce qu'il va intensifier la lutte contre la corruption. Malheureusement, vous savez, les annonces des hommes politiques, lorsqu'elles ne se traduisent pas en actes, ça reste des annonces. Et donc, j'attends de voir ce que le président de la République va réellement faire pour, je dirais, conclure si dans son discours ce qu'il disait était vrai ou pas. Nous savons que la corruption au Cameroun est endémique et depuis plus de 20 ans, le chef de l'État annonce qu'il va, comment dirais-je, faire rendre gorge à ceux qui touchent au denier de l'État. Malheureusement, plus il en parle, plus le phénomène s'intensifie, n'est-ce pas, dans le pays. Et si je m'en tiens au titre de l'émission Les fondements de la corruption au Cameroun, je retiendrai 3 piliers pour analyser les fondements de la corruption au Cameroun. Il y a le pilier économique, le pilier institutionnel et le pilier social. Sur le plan économique... Avant de développer, on va y arriver, oui. Professeur Diocho. Je voudrais déjà avoir l'avis du docteur Jean-René Fils-Ndouma sur cette annonce du président de la République. Le professeur Diocho l'a dit, pour lui, ça reste de simples annonces. Peut-être qu'il s'attendait à mieux que de simples annonces. C'est un avis que vous partagez? Alors, lorsqu'on assiste ou on suit un discours d'investiture, oui, c'est toujours un moment capital dans une république. Et en réalité, un discours comme celui-là ne devrait pas prêter à équivoque. Mais nous sommes dans un contexte, comme vous le savez, je venais de publier un ouvrage il y a à peine 1 mois et demi. Et c'est important que je le dise aux téléspectateurs, parce que c'est en rapport avec ce que je vais dire après. C'est Paul Biya, la signature discrète de la monnaie du continent. Donc, j'ai travaillé forcément sur la question de la corruption aussi. Mais lorsqu'on a vécu pendant plusieurs années, je dirais même pendant plusieurs décennies, une lutte contre la corruption qui n'a pas donné les résultats attendus par le peuple camerounais, on peut comprendre qu'on émette les réserves sur le discours du chef de l'État. Et c'est pour ça qu'il est important que cette fois-ci, les actes qui vont suivre ce discours d'investiture soient en accord avec le discours. Parce que si ce n'est pas le cas, on dira que c'est du déjà entendu. Vous voyez? Et ce serait dommage. Parce que nous pensons que ce septennat doit être différent de tous les autres septennats. D'ailleurs, ça s'explique aussi par le score qui a été
publié par le Conseil constitutionnel, ça veut dire que beaucoup de Camerounais ne sont pas contents, n'est-ce pas, des résultats qui ont été engrangés pendant les autres septennats. Et c'est un discours, je veux dire, c'est un résultat que le chef de l'État doit prendre en compte, que ce soit ceux qui l'ont élu ou ceux qui ne l'ont pas élu, ou ceux qui n'ont pas encore le droit de voter. Il est important de savoir que si 4 millions d'électeurs ont exprimé leur droit civique, n'est-ce pas, qui est en même temps un devoir, qu'il y a quand même pratiquement 26 millions de Camerounais qui n'ont pas exprimé soit leur voix, ou alors l'ont exprimé contre le chef de l'État, qui est, après la proclamation des résultats, le président de tous les Camerounais. Oui. Donc, Roland Sapi, de simples annonces, ce n'est pas la première fois, nos invités l'ont dit tout à l'heure. On s'attend à de réels actes après le discours qui a été dit ou prononcé le 6 novembre dernier par le président de la République. Mais si on réexamine un peu ce discours-là, le ton peut-être choisi par le président de la République, en parlant de la lutte contre la corruption qui va s'intensifier, est-ce que ce ton, cette démarche adoptée par le président annonce certainement peut-être des mesures un peu plus rudes que celles qui avaient déjà été annoncées par le passé? Si on doit s'arrêter sur le ton, on peut même dire que son ton était un peu plus, je veux dire, doux cette fois-ci, comparé à d'autres. Ça devait inquiéter dans ce cas? Quand on parle du discours répétitif, il faut peut-être qu'on les chiffre même, parce que si on s'en tient tout simplement aux 7 dernières années, vous savez que chaque année, il y a au moins 2 discours officiels qu'il tient, le 11, le 10 février et le 31 décembre. Et je peux vous rassurer qu'à chacun de ces discours, il a parlé d'intensifier la lutte contre la corruption. Dans d'autres, il est même allé un peu plus loin pour expliquer l'impact négatif qu'a la corruption sur l'économie nationale. Mais à chaque fois, donc ça fait au moins 14 fois si on s'en tient au dernier mandat qui s'est achevé. 14 fois qu'il a répété les mêmes choses pendant ses discours. Sauf que pendant ces 7 dernières années seulement, si on veut regarder les faits de corruption, les majeurs qu'on peut retenir, c'est déjà la Cangate, c'est déjà... Ces scandales-là? Les scandales, c'est déjà Glencore Gate, c'est déjà le Covid Gate, sans compter d'autres éléments qui peuvent faire penser seulement à la corruption. L'autoroute Douala-Yaoundé, qui se construit depuis 10 ans et qui n'avance pas, les pénétrantes est et ouest de la ville de Douala, les nationales qui se dégradent au fur et à mesure que le temps passe, qui sont plutôt le fruit de la corruption qui ne fait que s'intensifier. Le GECAM, à plusieurs reprises, a fait également des sorties pour expliquer comment est-ce que la corruption impactait l'économie et tout. Donc, c'est pour dire que le discours d'investiture de 2025 qui parle de corruption ne nous apprend en réalité rien. De nouveau, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est un discours politique encore. Et comme vous savez, c'est-à-dire que sur ce plan-là, l'adage selon lequel en politique les promesses n'engagent que ceux qui y croient a encore plus de sens jusqu'ici, si on doit s'en tenir. Et pourquoi est-ce que ça perdure? Peut-être c'est ces fondements-là qu'on va voir tout à l'heure. Mais il est clair que dans la chronologie des discours du président de la République, le mot corruption revient toujours, sauf qu'au fur et à mesure, cette corruption devient de plus en plus endémique. Et il y a même un candidat à l'élection présidentielle qui, de passage chez nous, disait qu'au Cameroun, la corruption cohabite avec la CONAC. C'est-à-dire que plus on lutte contre elle, mieux elle se porte. Le professeur Diacho voulait développer justement tout à l'heure ces fondements de la corruption au Cameroun. Professeur, allez-y. Oui, je disais que la corruption au Cameroun tient ses fondements sur 3 bases. Base économique, base institutionnelle et base sociale.
Sur la base économique, je prendrai la gouvernance des entreprises en me référant à la théorie d'agence. La théorie d'agence dit que il y a une différence entre le gérant d'une entreprise et le propriétaire dans les entreprises managériales. Et nos entreprises publiques sont des entreprises managériales qui appartiennent à l'État. Et les gestionnaires de ces entreprises sont des fonctionnaires. Malheureusement, comme le dit la théorie d'agence, ces fonctionnaires qui sont à la tête de ces entreprises ont une connaissance plus approfondie de leur entreprise que l'État qui les a nommés. Et pour que ces fonctionnaires n'aient pas de comportement opportuniste, il faut que l'État qui les a nommés crée des mécanismes de contrôle pour pouvoir éviter la distraction des fonds. Malheureusement, chez nous, l'État a pris, le Parlement, on a voté des textes qui limitent le nombre d'années de direction à la tête d'une entreprise. Or, vous avez des gens qui sont à la tête de ces entreprises depuis 30 ans. Et l'État n'a pas mis les mécanismes de contrôle. Et ces gens ont fait de ces entreprises leur propriété privée. La corruption s'y est développée et elle est devenue la règle. Ça, c'est la théorie d'agence. Maintenant, il y a le phénomène microéconomique. Là, je quitte les entreprises d'État pour rentrer dans la fonction publique. Alors, l'approche microéconomique nous dit que lorsque le salarié compare les bénéfices de son travail aux avantages que pourrait lui apporter, ou les bénéfices et les sanctions qu'il pourrait y avoir en cas de dérapage, si les bénéfices sont supérieurs aux sanctions, il va voler. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si les salaires des fonctionnaires sont faibles et que le fonctionnaire se rend compte qu'en volant, la sanction sera moindre par rapport à ce qu'il a volé, il va voler. Or, nous sommes dans la fonction publique camerounaise depuis 1994, dans une situation où les salaires avaient été réduits de 50%. Et il n'y a plus jamais eu réajustement. Et la corruption endémique que nous trouvons dans la fonction publique camerounaise a pris essor depuis 1994. Donc vous pensez que c'est tout cela qui fait en sorte que plus les années passent, plus on annonce des sensibilisations, plus le fléau se propage dans le pays? Mais comment voulez-vous qu'un fonctionnaire qui habite dans une ville où l'État a libéralisé les loyers sont extrêmement élevés. À côté, les salaires sont faibles. Ce fonctionnaire, il a envie de vivre dans de bonnes conditions. Alors, comment il fait pour vivre dans de bonnes conditions quand son salaire ne lui permet pas de louer un studio? Et pourtant, il a envie de vivre dans un studio ou de vivre dans un appartement et d'avoir de bonnes conditions de vie. C'est tout à fait normal. Docteur Jean-René Fils Ndouma, nous sommes toujours sur les fondements de la corruption au Cameroun. Je n'avais pas terminé. Ok. Terminé alors. Donc, là, je suis sur le fondement microéconomique. Je vais aller sur le fondement macroéconomique. La croissance. Le Cameroun a une croissance qui est atone, faible. Elle est de l'ordre de 4%. 4 quelque chose. Alors que nous misions sur une croissance qui
devrait être à 2 chiffres. Une croissance à 2 chiffres, ça dit 10%, pour pouvoir créer des emplois. D'ailleurs, dans le document de stratégie, constatant qu'on ne pouvait pas atteindre cette croissance à 2 chiffres, on a misé sur 6%. On est loin de 6%. Donc, la pauvreté, les inégalités sociales, le manque de transparence dans la gestion de la chose publique développe des comportements de corruption. Maintenant, nous avons le volet institutionnel. Le volet institutionnel. Mais avant le volet institutionnel, je voudrais quand même que le docteur Ndouma réagisse sur ce volet économique-là. Le professeur Giorgio justifie cette montée de la corruption au Cameroun par la situation des fonctionnaires, entre autres, la situation même économique du pays. Mais ce sont des détails qui sont connus depuis des années. Pourquoi ça n'a toujours pas été pris en compte? Pourquoi on n'observe pas de réelles, peut-être, mesures qui permettent de régulariser ou d'améliorer la condition des fonctionnaires, par exemple, qui se retrouvent en train de manipuler de l'argent, parfois le dixième de ce qu'ils perçoivent même, ou bien le triple, ou bien des montants véritablement supérieurs à ce qu'ils gagnent à la fin du mois? La première question, c'est est-ce que ceux qui ont les moyens de lutter contre la corruption veulent vraiment que la corruption disparaisse, ou à défaut qu'elle ne soit pas aussi nuisible, autant nuisible? Et la réponse c'est quoi? Mais la réponse c'est non. Pourquoi? C'est non, pourquoi? La première chose, c'est que depuis qu'on a mis en place les organes pour combattre la corruption, est-ce que le classement du Cameroun s'est amélioré? J'ai pris les 10 dernières années, vous êtes entre 132 et 153e sur 180 pays. Mais je voulais relever quelque chose que j'aime souvent relever, parce que vous ne pouvez pas vouloir arriver à Yaoundé et vous prenez la direction de Bamenda. Parce que quand on vous dit qu'on lutte contre la corruption, ça veut dire qu'on encourage la corruption, on alimente la corruption. Qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt, ou bien dire plutôt? Mais pourquoi on ne dit pas qu'on entretient les bonnes mœurs? Quand on disait rigueur et moralisation, pourquoi on ne dit pas qu'on doit œuvrer pour la moralisation des comportements, pour la moralisation des mœurs? Pourquoi on ne le dit pas? C'est comme quand on dit qu'on lutte contre la pauvreté. Quelle est la catégorie qui se sent concernée? Vous pensez que c'est les gens qui travaillent? Pourtant, on lutte contre la pauvreté. C'est les pauvres qui pensent qu'on est en train de travailler pour eux. Donc, c'est un discours qui est tenu exprès pour donner l'impression à cette catégorie de personnes victimes qu'on pense à elles. Donc, le concept en soi est déjà mauvais, mais je suis sûr que la définition du concept a été choisie expressément. Donc on devrait plutôt travailler sur les mœurs. On doit travailler sur l'éthique. Lutter contre la corruption. Bien sûr. Mais attendez, ça c'est une chose. Parce que le professeur est allé plus loin en parlant des comportements. Parce que la corruption est systémique au Cameroun. Elle est systémique. Il a parlé des fondements économiques, institutionnels. Il a parlé des fondements sociaux, on va dire même socio-culturels, mais il y a les fondements structurels. Il y a des fondements structurels. C'est-à-dire que vous vouliez ou pas, au Cameroun aujourd'hui, soit vous acceptez qu'on vous corrompe, soit vous corrompez. Vous imposez la corruption aux autres. Et cette corruption-là, elle est stratifiée. Elle est stratifiée. Et c'est pour ça que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre de Singapour, celui qui a créé l'État de Singapour, je crois un certain Lee Kuan, il disait que lutter contre la corruption, c'est comme balayer les escaliers. Pour que les escaliers soient propres, on commence par le haut. On ne peut pas commencer à balayer les marches inférieures. Parce que vous balayez, vous comprenez. Donc venant d'un homme comme celui-là,
Vous pensez qu'on lutte vraiment contre la corruption et que les méthodes mises en place doivent œuvrer pour que la corruption soit réduite à sa moindre expression? Parce qu'on ne peut pas l'éradiquer. Là, au moins, nous sommes d'accord. Mais qu'on la réduise quand même au niveau où les gens doivent souffler. Parce qu'elle nous asphyxie, cette corruption-là. Donc, sur le plan économique, parce que vous allez passer peut-être sur les fondements d'une autre nature, sur le plan économique, le fait qu'on utilise le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est fabriqué ailleurs, c'est-à-dire en France, est l'une des causes majeures de la corruption. Comment? Mais vous imaginez, Madame Mayo, vous imaginez les États-Unis en train de demander à l'Angleterre de fabriquer le dollar américain aujourd'hui, c'est-à-dire que la réserve fédérale va être désormais en Angleterre, et qu'on fabrique le dollar là-bas, on envoie la quantité qu'on veut aux Américains, comme on veut, depuis que nous souffrons des pièces ici. On nous a dit qu'il y a des pièces, il y a des billets, ainsi de suite. Vous envoyez... Donc, il y a de nouvelles gammes qui ont été... Oui, il y a de nouvelles gammes. Si vous avez un pays qui a colonisé, ou alors protectorat ou bien colonisé, c'est la même chose. Parce qu'on voit les faits. Qui vous envoie, qui injecte dans votre économie, n'est-ce pas, un volume d'argent qui est à peu près à 15% de ce dont vous avez besoin pour votre économie. Je le dis simplement pour que tous les téléspectateurs nous comprennent. Vous pensez que vous pouvez vous en sortir? Mais qu'est-ce qui empêche qu'on coupe d'abord ce cordon ombilical-là? C'est-à-dire que nous ayons notre banque centrale, que nous revenions avant 1884, que nous ayons notre monnaie. On avait déjà la monnaie, le CRO. Avant 1884, les Allemands arrivent, nous avons notre monnaie. Il y en avait même plus d'une. Parce qu'il y avait des monnaies pour les échanges intérieurs, et il y avait le CRO pour les échanges internationaux. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on soit toujours en train d'utiliser ce franc des colonies françaises d'Afrique sur le plan économique, qui est fabriqué ailleurs et qui n'arrive pas à nous permettre de faire circuler de l'argent dans notre pays? Donc ça, c'est un gros problème. Malgré toutes ces causes économiques que le professeur Djacho et le docteur Ndouma ont évoquées tout à l'heure, Roland Tapi, au Cameroun, on a des institutions, on a des lois contre la corruption, mais la corruption résiste. Pourquoi elle résiste? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'argent à gaspiller au Cameroun? Disons, avant de revenir sur ces lois-là, je vais compléter un peu ce que le docteur disait tout à l'heure en parlant du concept même de la corruption. C'est fait exprès, hein, c'est-à-dire que quand on dit qu'on lutte contre la corruption, vous l'avez jamais vu quelque part, c'est une notion abstraite. Et Hubert Mono-Djana disait qu'en réalité, on a déplacé le problème. Au Cameroun, on lutte contre la corruption en laissant le corrupteur tranquille. Et c'est tout ça le problème. Pourtant, justement, parlant de la loi, elle s'est focalisée sur les corrupteurs et les corrompus potentiels. Partant de la Constitution depuis 1996, qui a l'article 66 de la Constitution, qui demande que tous les gestionnaires de la fortune publique, tout détenteur d'un mandat élu, c'est-à-dire que quand vous lisez posément, vous vous rendez compte que même les proviseurs des lycées sont concernés par cette affaire de déclaration des biens. Tous ceux qui gèrent de l'argent, quel que soit le montant, qui sont des deniers publics, sont astreints à la déclaration des deniers publics. Et là, on vise les individus, les personnes. Mais il faut constater malheureusement que malgré le discours du président Paul Biya, c'est lui le vrai problème. Il n'y a en le président Paul Biya aucune volonté, mais alors aucune volonté de ce que la corruption finisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout est centralisé sur lui. 1996, article 66 de la Constitution, on dit qu'on doit déclarer les biens, en commençant par lui-même. On doit déclarer au début et à la fin sortie du mandat. On laisse traîner les pour choses. La prise de service. 10 ans plus tard, en 2006, on fait voter une loi sur la déclaration des biens. Une loi qui est supposée donner davantage de détails sur comment est-ce que ce qui est décrit dans la Constitution doit être fait. On dit dans cette loi que
cette déclaration des biens doit être faite devant une commission. Laquelle commission doit être nommée par le président de la République. On est encore sur le président de la République. Depuis 2006 jusqu'à 2025, on est à 19 ans après. Le président de la République, là, qui doit nommer la commission, là, ne l'a pas encore fait. Encore moins les institutions étatiques qui sont tout autour, parce que la commission est composée de membres désignés par le président de la République lui-même, qui doit désigner 2. Il y a l'Assemblée nationale qui doit désigner 1 membre, le Sénat 1 membre, le Conseil supérieur, le Contrôle supérieur. Contrôle supérieur, 1 membre, la Cour suprême, 2 membres, et la Chambre des notaires, 1 membre. Ni le président Paul Biya lui-même n'a jamais désigné les 2 membres qui doivent faire partie de la commission, ni le Sénat n'a jamais désigné, ni l'Assemblée nationale, aucune de ces institutions, personne n'a jamais proposé en disant que voilà notre membre que nous choisissons pour faire partie de la commission. On en est là aujourd'hui. C'est lui qui détient la clé du début des déclarations de biens. Mais 19 ans après la loi de 2006, nous sommes en 2025. En quoi est-ce que lui, il sait très bien que la déclaration des biens doit se faire devant une commission que lui doit nommer. Il ne l'a pas nommé et chaque jour dans ses discours, il dit on va intensifier. On intensifie comment tant que... Mais Roland, est-ce que vous pensez que cette commission, si elle avait été effectivement créée, elle aurait pu changer la situation? Beaucoup de choses. C'est pas... Je vais dire quoi? C'est pas au hasard, c'était pas une fantaisie que cette disposition soit introduite dans la Constitution. C'est le minimum. Mais elle a été introduite et pas appliquée. Ça doit justement être appliqué par qui? C'est le président de la République qui doit impulser son application. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je dis qu'il n'a aucune volonté pour qu'on sorte de là. Parce que s'il avait impulsé effectivement et donné l'exemple lui-même, parce qu'il n'est pas exempt de cette déclaration, lui l'est. Lui, en commençant par lui. Donc, il semble ne pas être gêné. On ne peut donc pas laisser toutes les dispositions légales qui contribuent, qui vont aider à lutter contre un fléau. On les laisse de côté, on les ignore complètement et on est dans les discours chaque jour en train de dire on va intensifier. L'intensification commence déjà par l'application de ce qui existe là. Autrement dit, ce serait juste des déclarations, des annonces comme ça, sans réelle volonté. C'est pour ça que je disais que lui-même n'a pas la volonté. Il ne veut même pas qu'on lutte contre ça. Apparemment, le système se nourrit de ça. Il faut que ça continue comme ça pour qu'on ait de quoi alimenter les discours. On ait de quoi, je veux dire, nourrir aussi quelques personnes qu'on veut récompenser. Parce que n'oubliez pas qu'à ce jour, en dehors de ces textes et de cette commission qui a attendu, il y a au moins 4 organes qui ont été également mis sur pied pour la lutte contre la corruption, qui résorbent, c'est-à-dire qui résorbent du personnel et a des budgets, et ont des budgets qui consomment chaque année. On n'arrive pas à résorber la corruption, mais on dépense davantage d'argent pour lutter. Finalement, on a l'impression que c'est des organes pour la promotion de la corruption. En réalité. Roland Sapie estime que c'est un problème de volonté. Il y aurait autour de cette lutte contre la corruption un problème de volonté. Nous évaluons à présent le 2e palier de la corruption au Cameroun, professeur Djoadjo, le pilier institutionnel. De quoi s'agit-il? Oui, le pilier institutionnel, Roland Sapie l'a abordé. Le pilier institutionnel renvoie à quoi? Il renvoie aux lois, il renvoie à la gouvernance politique. Or, il se trouve que nous sommes unanimes pour reconnaître que le président de la République détient la clé de la lutte contre la corruption. Or, il se trouve que l'article 66 de notre Constitution n'est pas appliquée. C'est une loi qui n'est pas appliquée. Dans le volet institutionnel, on met en avant comme fondement de la corruption les normes qui ne sont pas appliquées. Un Parlement qui ne contrôle pas. Nous avons un Parlement godillot. Qu'est-ce qu'un Parlement godillot? Un Parlement godillot est un Parlement
qui obéit comme un seul homme à ce que lui dit l'exécutif. Le Parlement camerounais, nous le savons, n'a jamais apporté le moindre amendement à quelque texte de loi que ce soit. N'est-ce pas parce que le parti au pouvoir est majoritaire? Oui, mais c'est un parti Godio. Le parti Godio est un parti qui accepte tout ce que l'exécutif lui demande de faire. Et nous avons, à côté de ce Parlement, quand bien même des lois existent, elles sont mal appliquées. La justice est corrompue. Elle est bloquée. Je vous rappelle que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas tenu. Nous allons vers la 5e année. Et cette tenue du Conseil supérieur de la magistrature aurait permis de sanctionner les magistrats indélicats. Alors, lorsque le Conseil ne se tient pas, les magistrats indélicats continuent, n'est-ce pas, dans leur indélicatesse. Et c'est le président de la République qui devrait convoquer. Et c'est le président de la République qui devrait convoquer. Il ne le fait pas. Donc nous sommes là sur le volet institutionnel et politique. Le président de la République, notre Constitution lui donne un pouvoir tellement discrétionnaire qu'il fait ce qu'il veut et quand il veut. Enfin, on a le pilier social et culturel. Et le docteur l'a signalé lorsqu'il parlait de l'éthique, où il faut apprendre aux Camerounais que prendre ce qui ne nous appartient pas n'est pas bon. C'est du vol. C'est du vol. Mais retenons qu'au Cameroun, ceux qui sont célébrés sont ceux qui s'enrichissent des deniers publics. Vous demandez à un jeune au quartier ce qu'il a envie d'être. Il vous dit, j'ai envie d'être fémin, fonctionnaire et m'enrichir. Regardez comment le concours de l'ENAM, section douane, tout le monde veut aller à la section douane. Pourquoi? Mais parce qu'en 6 mois, vous pouvez construire un immeuble. La corruption y est endémique. Le président de la République, il le sait. C'est pour cela que lorsque le président de la République dit qu'il va faire rendre gorge, les Camerounais sourient. Lorsque le président de la République a été en pleine possession de ses moyens, il n'a pas fait rendre gorge. Attendez, ce n'est pas aujourd'hui où le président de la République délègue beaucoup plus qu'il va faire rendre gorge. Je voulais justement vous relancer dans ce sens. Est-ce que cette fois-ci ne peut pas être la bonne? Je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le matin, je me lève plus difficilement qu'il y a 10 ans. Rapport? Mais c'est l'âge. Pourtant, je suis beaucoup plus jeune que le chef de l'État. Je fais beaucoup de sport. Mais je me lève plus difficilement. C'est la nature qui le veut. Je ne pense pas, contrairement à ce que disent les laudateurs du chef de l'État, le chef de l'État, il a l'âge qu'il a, et à cet âge-là, le réveil du matin est difficile. Et je ne le vois pas faire en 2025 ce qu'il n'a pas fait en 2018. J'aurais aimé chiche. Je voudrais que le président de la République, dans les jours qui viennent, renvoie chez eux tous ces DG qui sont à la retraite depuis et qui sont là depuis 30 ans. Ce sera un signe, n'est-ce pas, aux Camerounais de la volonté politique du chef de l'État. Nous avons des magistrats préfectoraux qui sont à la retraite depuis et qui ne sont pas renvoyés à la maison. Vous croyez que ces gens-là font quoi? Mais quand vous
vous arrivez à confondre le bureau de l'État à votre bureau, à votre maison, même sans le vouloir, vous avez des comportements opportunistes. Ce que vous dites, professeur Diocho, rejoint d'ailleurs ma question, répond brièvement à la question que je voulais adresser au docteur Ndouma sur la lutte contre la corruption. On a évoqué les fondements de la corruption, mais nous sommes à présent à la recherche de solutions. S'attaquer à la lutte contre la corruption, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut revoir, il faut d'abord s'attaquer aux mœurs. Après, donc, les mœurs, est-ce qu'il faut revoir peut-être toutes ces personnalités ou toutes ces personnes qui, au cours du dernier mandat, ont été impliquées dans des scandales de corruption? Pour lutter contre la corruption efficacement, on ne s'attaque pas aux mœurs d'abord. Parce que si on a atteint le stade où pratiquement tout le monde est corrompu, c'est parce qu'on a laissé les choses se faire au point où d'un côté on a les gens qui sont obligés de se faire corrompre par ceux qui ont les moyens de corrompre à tous les prix pour s'en sortir. Le professeur a évoqué les salaires bas, dérisoires, ainsi de suite, sans compter qu'on est... La situation économique, de manière générale, du pays. De manière générale, le pouvoir d'achat, de manière générale, ainsi de suite. Donc, ça fait que cette paupérisation-là fragilise les gens. Vous ne pouvez pas parler de l'éthique, de bonnes mœurs, quand quelqu'un a faim. Vous n'arrivez pas à envoyer votre enfant à l'école, vous n'arrivez même pas à lui donner le goûter, ainsi de suite. Donc, nous sommes à ce stade-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attaquer d'abord aux mœurs. Parce que vous avez des pays comme l'Allemagne, que j'ai fait. Vous ne pouvez pas venir traverser le feu rouge. C'est-à-dire que c'est un autre Allemand qui vous signale que, gars, vous voyez. Donc, mais nous sommes à l'autre bout. Nous sommes à l'autre bout. Il faut travailler et venir atteindre le point où on a la masse critique. Aujourd'hui, si tout le monde passe au feu au Cameroun, vous venez vous arrêter au feu rouge, les autres se moquent de vous. Ils vous regardent et disent, mais lui, est-ce qu'il vit au Cameroun? Pourtant, le cas. Vous voulez respecter le feu rouge. Donc, on en est là, Madame Mayo. Vous serez même victime d'un accident. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est très grave. On en rit en même temps, mais c'est vraiment aberrant de constater que nous sommes à ce stade-là. Et on a donc le droit de douter de ce que le chef d'État ait encore la volonté de pouvoir changer la donne. Parce que pour moi, un chef de l'État, c'est donner les grandes orientations, c'est décider et contrôler que ce qu'il a décidé qu'on fasse est fait. Il y a des gens qui doivent mettre en œuvre, mais il faut maintenant être capable de sanctionner positivement ou négativement les gens qui ne mettent pas en œuvre ou qui mettent en œuvre. Donc, vous avez des gens qui sont là depuis 30 ans, depuis 25 ans, certains ont carrément fait du ministère leur patrimoine, mais ils sont là, tout un mandat, 7 ans. Même pas un semblant de remplacement ministériel. Vous voyez? Donc, ce sont des faits. Mais est-ce qu'il faut changer ou remplacer pour remplacer? Il y a peut-être des membres du gouvernement qui ont réalisé de très belles performances, bien qu'ils aient été impliqués dans les scandales de corruption. Est-ce qu'on devrait les mettre de côté? Non, le président Paul Biya a dit dans son discours d'investiture que le Cameroun est notre patrimoine collectif. Et c'est notre bien le plus précieux. Je le cite. Le Cameroun n'appartient pas à une trentaine de personnalités qui seraient des grands génies et tout ça. Les Camerounais dans tous les pays sont dans des institutions de renom parce qu'ils sont brillants. OK? Donc, nous voulons voir de nouveaux visages. Nous voulons voir de nouveaux visages. Tous ces gens qui ont de hautes responsabilités, on veut voir de nouveaux visages. Il y a des Camerounais autant brillants. Il faut les mettre à l'épreuve, leur donner la possibilité de s'exprimer. Et puis sanctionner. Parce que vous avez, on parle des institutions. Mais s'il y a l'impunité, ou alors la sanction sélective, ok? S'il y a l'instrumentalisation
n'est-ce pas, de la justice, l'achat de décisions, ainsi de suite. Tout ça, comment voulez-vous qu'un corps judiciaire, qui est en réalité celui qui doit être le gardien du respect des lois et donc le responsable principal de la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre la corruption, que dans ce corps on trouve également on ne va pas dire brebis galeuses, parce qu'on parle là du corps. Les études, les analyses ont montré que parmi les corps les plus corrompus, il y a malheureusement la justice, il y a les marchés publics, il y a la fonction publique, il y a l'éducation. C'est dans les documents, tout le monde peut consulter. Donc, c'est un fléau qui est devenu systémique et il n'est pas question de commencer à dire que la corruption, c'est celui qui demande 500 en route. Non. Non. Il faut d'abord couper tous les canaux qui peuvent alimenter la corruption. Je disais que si on coupe le cordon qui nous lie à l'extérieur par la monnaie, nous avons la possibilité de faire la monnaie sur place et d'avoir tout le contrôle sur la chaîne de valeur de cette monnaie sur place. On a la possibilité d'augmenter les salaires parce que nous avons notre monnaie que nous-mêmes nous fabriquons. Nous contrôlons aussi. Et donc, que nous contrôlons, on a des moyens d'augmenter les salaires des Camerounais. Mais en l'état, vous prenez l'argent où? Le peu qui vient de l'étranger et que nos enfants et nos arrière-enfants doivent rembourser comme dette pendant les décennies, ce peu-là, quand on injecte dans les projets, 80-90% s'envolent et on sait où ça va. D'accord? Les autoroutes qui ne finissent pas, ainsi de suite, on a cité quelques projets. Donc, nous rappelons au chef de l'État les choses qu'il sait déjà. Et nous souhaitons vivement que ça change. Parce que, et je sors par là, vous avez, il y a une formule de la corruption que j'aime bien. C'est Klitgard, Robert. Il dit que la corruption, c'est égal monopole, plus discrétion, moins responsabilité. Oui. OK? Le monopole, c'est qui? C'est l'État. L'État a le monopole, n'est-ce pas, des services spéciaux. Tous les services, santé, éducation, finance. L'État a le monopole de tout ça, qui est au centre de l'existence des individus. Quand on parle de discrétion, c'est qui? Ce sont les agents du public. Ils ont un fort pouvoir de discrétion. Ils ont le droit de faire des choses et ne pas expliquer ou justifier. Même si ces choses-là sont des aberrations, comme ce que nous relevons ici. Et en troisième position, la responsabilité. Vous pensez qu'il y a une responsabilité? Les gens qui posent tous ces actes-là, mais quand vous avez même posé des actes très graves et que nous espérons qu'on va vous remplacer, vous avez une promotion, monsieur. Parlant justement des responsabilités. Donc, zéro responsabilité. Roland Tapie, on a des organes qui produisent régulièrement des rapports sur le niveau de corruption observé au Cameroun. Je pense notamment à la Commission nationale anticorruption. Lutter contre la corruption, oui, est-ce que ce serait aussi peut-être renforcer les pouvoirs d'un organe comme la CONAC qui se limite à la dénonciation, simplement? Justement. Mais avant d'y arriver, avant d'arriver au renforcement du pouvoir de ces organes, il faudrait déjà commencer par le respect des textes qui existent. Et si on veut plus loin, aller toucher la population qui est dans la rue, parce que comme on dit, on a tendance à déplacer ce problème de corruption de là où il est vraiment, là où la vraie corruption se pratique, en surface. Parce qu'en surface, c'est vraiment du menu fretin qu'on voit là, le policier en route, l'usager qui se fait arnaquer dans un bureau. Vous allez à la mairie pour vous marier, on demande qu'il faut payer 150 000 parce qu'il faut... C'est vraiment à la surface. Il y a un adage qui dit que les enfants copient plus qu'ils n'obéissent. Dans le cas d'espèce, l'enfant, c'est peut-être la population. Et le parent, c'est ceux qui nous dirigent. Tant qu'ils n'auront pas pris sur eux, déjà d'être des exemples, en commençant par respecter les lois qui existent, plus loin,
on va toujours dire que c'est vous que vous voyez ici, là-bas. Ce qu'on fait là-bas, vous ne voyez pas. Et ça va continuer comme ça. Donc, il y a d'abord le respect de ces lois qui existent. En commençant par une initiative propre du président de la République, s'il est vraiment volontaire, s'il croit vraiment à ce qu'il a dit. Déclarer, c'est bien. Déclarer, c'est bien. C'est le texte qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons ici. C'est déclarer, c'est bien, et puis imposer cela à toute la chaîne pour que de plus en plus, on aille vers la transparence. Deuxième chose, justement, le renforcement de ces organes de lutte contre la corruption. Il y a 2 ans, je crois, au cours de la restitution du rapport de la CONAC, les journalistes lui ont demandé au président Massingams pourquoi est-ce que plus il lutte contre la corruption, plus elle s'intensifie. Il a répondu ceci exactement. Malheureusement, nous sommes seulement des chiens qui aboient seulement, mais ne peuvent pas mordre. Ça, il a pris cette image-là pour démontrer que lui-même, en tant que président de la CONAC, il est impuissant. Effectivement, il faudrait lui donner davantage de pouvoir pour qu'il fasse plus un travail, consigne dans un rapport et achemine chez le président de la République. Parce qu'en même temps, que ce soit la CONAC, que ce soit l'Agence nationale d'investigation financière, que ce soit le Conseil de discipline budgétaire et financière du CONSUPE, que ce soit la Cour des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême, tous ces organes sont rattachés directement à la présidence de la République. C'est-à-dire quand ils ont fini leur rapport, on le lui donne. Et aucune juridiction n'est autorisée à s'auto-saisir des faits qui sont décrits dans ces rapports. Il faudra qu'on attende le président qui est le seul juge d'opportunité des poursuites. Ça se retourne encore vers lui. Il y a ça, donc il faut renforcer le pouvoir de ces organes. Troisième chose, il y a une loi, il y a une instance qu'on a créée qui s'appelle le tribunal criminel spécial dans ce pays. Soit on dissout complètement cette affaire-là, soit on reformule. Parce qu'elle dit que vous pouvez voler, vous pouvez être auteur de corruption, et si on vous arrête, vous restituez, vous rentrez chez vous dormir. Comme si de rien n'était. Pendant que le code pénal continue de punir le voleur de poule. Le voleur de poule. C'est lui qui tire comment dire. Donc vous comprenez par la queue. Et il y a une loi qui, je dis quoi, qui donne de l'importance à des gens qui prennent l'argent de l'État à hauteur des milliards, parce qu'on dit que c'est à partir de 50 millions de francs CFA que le TCS est compétent pour vous suivre. Et si vous restituez ce qu'ils appellent le corps de l'État, c'est-à-dire que vous remboursez de l'argent, vous partez tranquillement chez vous. Et on a vu, et on a vu des exemples. Il y a l'ancien ministre de l'eau. De l'eau et de l'énergie, Basil Atanganakuna. Il y a également l'ancienne ministre qui est décédée, malheureusement, Aman Adama, qui sont passés par là. Et quand il y a une institution comme ça là, qui encourage le vol, parce que si vous voulez et que vous avez la chance, entre guillemets, qu'on ne vous attrape pas, c'est tant mieux. Et si on vous attrape, vous pouvez toujours restituer et rester libre. Pendant ces temps, ceux qui ont volé 5 millions, 3 millions, 4 millions, ils sont condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans, ainsi de suite. Les juristes vont rectifier. Mais il faudrait donc qu'on revoie le TCS en recadrant, ou bien je dis quoi, il faut qu'on pénalise la corruption au même titre que celui, si on veut, enfin il n'y a pas de petits crimes, il n'y a pas de petits vols. Comme l'assassinat. Évidemment, parce que le TCS est aujourd'hui présenté comme une instance qui encourage le vol. Si vous en sortez, tant mieux. Donc, il y a le respect des textes qui existent déjà, pour donner l'exemple à ceux qui sont en bas. Il y a le renforcement des organes en charge de la lutte contre la corruption. Il y a également ce TCS-là qui doit être revu. Évidemment, pour compléter, pour finaliser, il faut de manière définitive qu'on sanctionne. Parce que la plupart du temps, on laisse tous ceux qui sont les auteurs de corruption tranquillement, pourvu qu'ils corrompent les faits de corruption pour lesquels ils sont poursuivis. On laisse passer complètement. C'est quand même assez grave. Là, aujourd'hui, il y a en France un ancien président Sarkozy qui est en prison. Il a été libéré aujourd'hui sous certaines conditions, mais il a été condamné à 5 ans
de prison ferme pour corruption, pour avoir cherché de l'argent quelque part en Libye pour sa campagne en 2007 et autres là. Il faudrait qu'on arrive à ce type de transparence, de telle sorte que quelqu'un sache que quel que soit le niveau de fonction qu'il a occupé dans la République, si après la justice est enclenchée derrière lui pour des faits qu'il a commis. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Dans notre loi, on dit que le président de la République ne peut pas être poursuivi pour des faits commis pendant qu'il était président de la République. Ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il peut maintenant, là, une fois que, même s'il n'est plus président, vous n'avez pas le droit de le poursuivre parce que la loi le protège sur ce plan-là. On recherche encore des solutions, professeur Emmanuel Djatcho. Quelles options pourrait adopter le président de la République une fois qu'il a donc ouvertement annoncé, même si ça revient dans chacun de ses discours, il a annoncé qu'il va intensifier la lutte contre la corruption dans notre pays? Mais écoutez, il me semble que le président de la République, qui détient toutes les cartes, sait ce qu'il peut faire. Il peut développer la mobilité à la tête des institutions de l'État. C'est-à-dire rompre avec ce comportement qui veut que des gens mettent très longtemps à la tête d'une institution publique. Remanier son gouvernement et faire entrer de nouvelles têtes. Pourquoi? C'est important pour lutter contre la corruption. Mais quelle garantie que ceux qu'on va faire venir ne vont pas plutôt continuer? Non, ceux qui vont venir auront à cœur de faire un état des lieux. Vous savez, c'est la peur de l'état des lieux par son successeur qui baisse la corruption dans les institutions. Si à la tête de notre État, nous avions une alternance régulière, le niveau de la corruption serait plus faible. Pourquoi? Parce que chaque président qui arrive aura à cœur de bien faire. Parce que l'électeur le juge par rapport aux actes qu'il a posés. Mais lorsque vous n'avez pas d'alternance, il est difficile, n'est-ce pas, au souverain de juger. Le souverain ne peut pas juger. Or, le souverain, c'est le peuple. Il faut qu'il soit en position de juger, en situation de juger. Donc, nous demandons au chef de l'État, c'est une demande des Camerounais, les élections viennent de se terminer, et on sait que les Camerounais demandent la réforme du code électoral. Cette réforme du code électoral qui peut favoriser l'alternance dans les différentes institutions, n'est-ce pas, de l'État. S'il y a une alternance au sommet de l'État, dans les autres institutions, il y aura forcément mobilité. Et s'il y a mobilité, on va lutter contre la corruption. Forcément. C'est noté, professeur Djatcho. Pour sortir, docteur Jean-René Fils-Douma, on attend, donc après l'annonce, on attend la réaction du président de la République dans le sens de la lutte contre la corruption. Quelle pourrait être la première décision forte ou mesure forte du président de la République pour convaincre les Camerounais qu'effectivement, au cours de ce mandat, on va punir tous ceux qui se sont servis dans les caisses de l'État? Alors, si vous voulez que je sois sincère, la première chose, il faut que le Premier ministre rende sa démission, qu'il présente sa démission. Pourquoi? Mais on vient de terminer un mandat, on a prêté serment pour un nouveau mandat, c'est fini, non? Le gouvernement a... Donc, le Premier ministre présente sa démission et tout le gouvernement avec. C'est comme ça qu'on voit que ça se passe ailleurs, dans des grandes démocraties. Pourquoi on ne ferait pas ça? Ça va donner le temps. Quand vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite là, voilà ce qu'il faut faire d'abord. Maintenant, il y a des réformes qui demandent que véritablement la Constitution soit touchée. Je vais citer 2 ou 3 choses qui sont en rapport avec la corruption. Premièrement, vous avez un pays où
il n'y a pas de statut d'ancien chef d'État. Il n'y en a pas. Donc quand vous êtes au pouvoir, là, vous ne savez pas ce qui vous attend quand vous quittez le pouvoir. Et nous connaissons l'expérience en Afrique, dans plusieurs pays africains. Madagascar, il n'y a pas longtemps, le lendemain même, il est arrivé en France, il a perdu la nationalité de son pays qu'il a dirigé pendant des années. Mais ça, c'est se moquer des Africains. C'est se moquer des Africains. C'est-à-dire que vous êtes au sommet de l'État avec tous les secrets que vous avez eus. Dès que vous n'êtes plus au pouvoir, on vous livre aux ennemis de la nation. C'est extrêmement dangereux. Donc il faut un statut. Il faut un statut. Deuxième chose, c'est que nous avons la question de la diaspora, la question de double nationalité. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Il faut que les Camerounais gardent leur nationalité d'origine, quel que soit le nombre de nationalités qu'ils ont ailleurs. Parce que c'est une population qui a un autre regard sur le Cameroun. Et ça permettra qu'ils soient encouragés à revenir, à être intégrés dans plusieurs secteurs d'activité pour essayer quand même d'influencer, on va dire positivement, parce que la plupart d'entre eux sont dans des pays qui n'ont pas notre score dans la corruption. Donc, troisièmement, et ça je vais toujours le rappeler, il faut que nous ayons notre propre banque centrale et que nous bâtions notre monnaie à nous, parce que c'est important. Et donc, quand vous l'avez fait, vous avez forcément la question de limitation de mandat. Vous voyez? Parce que là... Donc, il faut une révision constitutionnelle qui va permettre donc que, véritablement, on numérise tous les secteurs du public qui sont numérisables. Parce que quand c'est numérisé, c'est difficile. Il y a la traçabilité. Il y a la traçabilité et les gens qui vivent de la corruption n'aiment pas du tout quand on parle de digital, de numérisation, ils n'aiment pas du tout. On va sortir par ces mots. Merci, docteur. Claude, je voulais juste compléter quelque chose par rapport à ce que le docteur a dit, surtout pour la diaspora. Il dit qu'il faut que la diaspora soit reconnue et que les Camerounais qui sont à l'extérieur aient autant de nationalités qu'ils veulent, mais gardent la leur. Sauf qu'il faut préciser il faut que la nationalité camerounaise prime sur toutes les autres nationalités. Exactement. À tout moment. Tout à fait. Il ne faudrait pas que les gens viennent ici, là, parce qu'ils sont camerounais, ils sont nommés à des postes de direction ici et là, ils commettent toutes les exactions. Maintenant, quand la justice est derrière eux, ils se rappellent qu'ils ont une autre nationalité. Non, il faudrait que dans des situations pareilles, la nationalité camerounaise prime sur vous. Ça permettait justement d'endiguer un certain nombre de choses. Voilà. Merci Roland Sapi. Merci au professeur Emmanuel Diacho. Merci docteur Douma. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30, pour une nouvelle édition du Grand Plateau.